Bonjour à tous et bienvenue sur Just It. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée très fréquemment, que ce soit sur le site internet Just It, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit sur les forums que je fréquente. Cette question, c'est pour mettre au point une enceinte, de quel matériel j'ai besoin et de quel logiciel. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous aussi vous êtes posé la question. Alors, ça serait très simple pour moi de vous donner la liste du matériel, la liste des logiciels, et puis débrouillez-vous. Mais ça ne serait pas très constructif et moi j'ai envie que vous sachiez pourquoi on utilise ces logiciels et pourquoi on a besoin de ce matériel. Et puis j'aimerais répondre à une question sous-jacente, parce que la question c'est est-ce que c'est accessible pour moi? Et bien ça, c'est vous qui le jugerez à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai choisi de suivre un fil conducteur. Et ce fil conducteur, ça va être les grandes étapes de mise au point d'une enceinte acoustique. Ça va nous permettre, étape par étape, de définir de quoi on aura besoin pour le faire. La première chose quand on veut réaliser soi-même ces enceintes acoustiques, c'est de définir le cahier des charges. Et ce cahier des charges, il va être très différent d'une personne à l'autre. Ça va dépendre du temps qu'on a pour le faire, du lieu, de l'endroit, du moment de sa vie, de l'argent, hein. Le budget, c'est important aussi, ça permet de définir des limites. Et puis, parfois, les limites, ça va être un encombrement, par exemple, on ne peut pas dépasser telle taille d'enceinte, telle hauteur, etc. Alors généralement, quand je commence un projet, le premier logiciel que je vais utiliser, c'est mon navigateur Internet. Je vais aller me renseigner sur Internet, je vais aller voir les sites où les haut-parleurs sont testés, voir s'il y a des mesures disponibles. Par exemple, au hasard sur Just It, il y a plein de haut-parleurs qui ont été testés. J'en profite, si ce n'est pas encore déjà fait, allez consulter le site internet, j'y mets tous mes tests, j'y mets aussi quelques projets, des tutos, etc. Donc le site internet justdate.com, vous pouvez aller voir, il y en a d'autres, je les ai listés d'ailleurs sur justdate.com, il y a un petit truc qui s'appelle les d'ailleurs à visiter et vous allez trouver aussi pas mal d'infos là-dessus. Il y a d'autres forums, notamment étrangers comme ASR, vous allez avoir des tests aussi de haut-parleurs. Il y a une mine d'informations sur Internet pour aller chercher les infos pour trouver le haut-parleur de nos rêves. En réalité, le premier logiciel spécifique que je vais utiliser, c'est un logiciel de simulation de charge. C'est-à-dire que je vais utiliser, alors généralement, les paramètres constructeurs du haut-parleur si je ne l'ai pas encore à ma possession, mais je vais essayer de voir un petit peu où je vais avec ce haut-parleur. Il faut se dire une chose, c'est que généralement, dans un projet, on va dire standard d'enceinte, on ne va pas rentrer dans les détails ou dans les projets un petit peu complexes, mais généralement, quand vous faites une enceinte, je ne sais pas moi, une enceinte 3 voix en basse réflexe, l'élément limitant, c'est toujours le haut-parleur de grave. C'est lui qui va définir la sensibilité générale de l'enceinte, parce que c'est toujours lui qui va avoir le moins de sensibilité, et puis qui va définir aussi les limites de SPL de l'enceinte, par exemple. Et on a besoin de savoir où on va de ce côté-là, parce que ça peut faire partie de notre cahier des charges. On a besoin d'un tel niveau de SPL, donc il faut voir si le haut-parleur est capable d'y aller. Donc, en général, je commence toujours mes recherches et le démarrage du projet avec un logiciel de simulation de charge pour voir où je vais de ce côté-là. Si vous avez déjà les haut-parleurs, ça peut être utile de les mesurer exactement avec votre protocole de mesure, si vous vous sentez capable de le faire bien sûr, mais pour savoir exactement quels sont les paramètres du haut-parleur et puis faire une simulation de charge adaptée au haut-parleur que vous avez. Donc cette mesure des paramètres, généralement, on va mesurer ce qu'on appelle les paramètres de Thiel and Small. Ces paramètres vont rentrer dans le logiciel de simulation, vont nous permettre de modéliser un petit peu la charge du haut-parleur. Une fois que vous avez défini tout ça, vous savez à peu près quel litrage il faut pour votre enceinte, quelles sont les dimensions que vous voulez respecter, il faut que s'adapter aux dimensions des haut-parleurs qu'on a choisis. Bien sûr, tout à l'heure, je vous ai parlé du haut-parleur de grave en disant que ce serait lui qui serait limitant, mais aussi parce qu'il faut dimensionner les éléments qui vont avec, notamment le médium ou le tweeter par exemple qui vont aller avec. Il faut dimensionner pour que ça aille avec votre projet, il faut que tout ça ce soit cohérent bien sûr. Mais une fois que vous avez défini tout ça, il va falloir faire un design à votre caisse. Alors là, c'est pas moi qui vais vous donner les conseils parce que je suis pas très bon là-dedans. J'utilise
généralement un petit logiciel qui s'appelle SketchUp pour faire du dessin, mais je fais des dessins assez grossiers, vous l'avez peut-être vu sur des précédentes vidéos. Il y a des gens qui font des choses beaucoup plus complexes, donc là, je suis pas le bon interlocuteur pour vous, je suis désolé. Concernant la partie menuiserie et le bricolage, pareil, on va passer. Ça, j'en parle sur d'autres vidéos de la chaîne. On détaille pas mal de choses. Donc là, c'est pas l'objet de cette vidéo. On va pas parler de la construction de l'enceinte ni du matériel pour construire cette enceinte. Ça, c'est autre chose. Alors, avant, pendant, après cette étape de construction, par contre, il peut être nécessaire de déjà faire une première série de mesures. On en a parlé, la mesure des paramètres de l'enceinte. Et en fait, pour faire ça, il faut être capable de faire une mesure d'impédance. Cette mesure d'impédance, on l'a dit, elle va nous permettre de mesurer les paramètres de thin and small, mais elle va nous servir aussi à nous aider pour faire l'accord basse réflexe, par exemple, et régler la taille de l'évent, parce que le logiciel de simulation n'est pas toujours très précis là-dessus. Donc, on l'adapte aussi à la mesure. Ça va nous permettre, si on veut faire un filtre passif sur ces enceintes, de faire la mesure d'impédance qui sera nécessaire pour dessiner ce filtre passif. Et puis, dans le cadre d'une restauration d'enceinte, par exemple, ça permet de voir parfois l'état de santé des haut-parleurs, s'il n'y a pas un petit problème, ou de faire un appairage de haut-parleurs si on a plusieurs haut-parleurs à appairer. Donc, une mesure d'impédance, ça, c'est vraiment utile en début de projet, mais même en cours de projet. À partir de maintenant, on va partir du principe qu'on a nos haut-parleurs, qu'on a une caisse dans laquelle se mettent ces haut-parleurs. L'étape d'après. Alors la partie la plus compliquée pour certains, si ça n'a pas été la construction, ça va être la mesure des haut-parleurs dans l'enceinte. Pareil, je ne vais pas détailler dans cette vidéo comment faire les mesures, c'est pas l'objet, ça serait très long et ça pourrait faire l'objet d'autres vidéos, d'ailleurs ça le sera sûrement le cas. Pour faire ces mesures, on va avoir besoin de matériel de mesure, un ordinateur, un micro et ce qui va avec, et puis un logiciel de mesure. Une fois qu'on aura réalisé toutes les mesures dont on aura besoin pour faire la mise au point de cette enceinte, il va falloir dessiner un filtre. Alors que ce soit un filtre actif ou passif, ça peut être intéressant de simuler ce filtre, c'est-à-dire d'entrer dans un logiciel de modélisation pour prédire le comportement du filtre qu'on va utiliser. Alors c'est quasiment indispensable en passif. Je sais qu'en actif, il y en a certains qui s'en passent et qui font un peu par itération avec la mesure et en utilisant le logiciel de mesure et certaines fonctions, mais moi je pense qu'on fait un boulot beaucoup plus précis avec un logiciel de simulation et ça permet de tout modéliser avant de faire le filtre définitif. Personnellement, même quand je fais un filtre passif, j'utilise mon filtre actif pour faire des écoutes, pour faire des tests de pente, d'égalisation de certaines choses, etc. Et ça me permet également d'émuler mon filtre passif de manière à ce que quand je vais souder mon filtre passif, je sache exactement où je vais et j'ai pas besoin de faire 50 changements derrière parce que j'aurais déjà testé grosso modo le schéma. Et voilà, on vient de détailler les grandes étapes de conception d'une enceinte acoustique. Si je résume, on va avoir besoin en logiciel d'un logiciel de simulation de charge. On va avoir besoin d'un logiciel de mesure. On va avoir besoin d'un logiciel de simulation de filtre. Et en matériel, on va avoir besoin de quoi mesurer l'impédance et de quoi mesurer la réponse acoustique. Si vous utilisez un filtre actif, eh bien, il vous faudra utiliser le logiciel de votre filtre actif pour pouvoir le paramétrer. Alors, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va essayer d'être un peu plus concret. Je vais vous citer les logiciels qui sont pour moi indispensables et on va essayer de parler de matériel. Je vais vous parler de mon matériel à moi, mais du matériel qui pourrait être intéressant pour vous à l'heure actuelle. Je profite de ce moment pour remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que moi. Il n'y a pas de sponsor en fait sur cette vidéo, donc je vais vous citer du matériel, mais je n'ai aucun lien avec ces marques-là. Donc après, vous faites comme vous voulez. Alors le premier logiciel dont j'aimerais vous parler, c'est un logiciel que beaucoup de gens connaissent. Ce logiciel, il s'appelle WinISD. WinISD, il va permettre de faire de la simulation de charge. Alors des simulations de charge, on va dire assez classiques, notamment charge close ou charge basse réflexe. Il y a un petit peu de bande passe, etc. Si vous voulez faire des charges pavillonnaires, eh ben, il va falloir utiliser un autre logiciel. Personnellement, je n'utilise pas vraiment.
Mais si vous voulez aller rentrer là-dedans, je vous laisse chercher les logiciels qui s'y accordent. Donc WinISD, moi c'est un des premiers logiciels que j'ai utilisé, je pense que beaucoup de gens l'utilisent. Il permet de rentrer les paramètres d'un haut-parleur, ça va nous permettre de savoir à quelle fréquence il peut descendre, avec quel niveau SPL, vérifier l'excursion, à quelle fréquence, etc. Donc c'est un logiciel très utile pour dégrossir. Moi, je pars toujours de là pour faire un projet, et bien savoir qu'est-ce que je peux attendre de ce haut-parleur en capacité, notamment de bande passante, de sensibilité, etc. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc WinISD, bon logiciel, indispensable. Concernant les logiciels de mesure, le premier logiciel que j'ai utilisé s'appelait Arta. Vous trouverez sur Just It un tuto concernant ce logiciel Arta. Aujourd'hui, je l'utilise un petit peu moins. J'utilise un autre logiciel et si vous devez démarrer sur quelque chose, je vous conseillerais de démarrer avec Roux, c'est-à-dire Room OQ Wizard. Ce logiciel, il a beaucoup évolué dans le temps. Il est très complet aujourd'hui, il permet de faire plein de choses. Si vous débutez dans la mesure, avec ça, vous pourrez déjà faire plein de choses. Donc, allez vers ce logiciel qui est en plus totalement gratuit. Arta, il a une partie gratuite, donc on peut l'utiliser comme ça, mais il y a aussi une partie payante. Roux, lui, il est complètement gratuit. Je crois qu'il y a une petite version payante pour les pros pour faire du multi-micro. Je ne me suis jamais pensé sur la question, mais globalement, pour ce qu'on veut faire, Roux, c'est très bien. Donc là aussi, un logiciel indispensable. Il y a un gros soutien de la communauté. Il est développé par des mecs qui sont en évolution constante. Donc franchement, incontournable aussi. En logiciel de simulation, le premier logiciel sur lequel j'ai travaillé, ça va parler aux anciens peut-être, c'était Speaker Workshop. Bon, Speaker Workshop, c'est obsolète aujourd'hui, même si ça doit marcher encore. Et j'ai très vite utilisé LSPCAD. Alors LSPCAD, c'est un super logiciel qui permet de presque tout faire. Moi, j'aime beaucoup ce logiciel. Lui aussi, j'ai fait un petit tuto qui en parle sur Just It. Mais aujourd'hui, j'utilise presque plus LSPCAD. LSPCAD, c'est un logiciel qui normalement est payant. Pareil, on peut l'utiliser un peu en gratuit, mais qui normalement est payant. Aujourd'hui, j'utilise un logiciel qui pour moi a toutes les fonctionnalités possibles. La personne qui a développé ce logiciel, qui s'appelle Kimo Sonisto, je pense qu'il doit lire dans mes pensées, ou alors c'est l'inverse, mais il a fait un logiciel qui est parfaitement adapté pour modéliser une enceinte. Il y a à peu près toutes les fonctions dont on a besoin, même des petites astuces dedans. Ce logiciel, comme Room OQ Wizard, mériterait peut-être de faire des tutos aussi, que je n'ai pas fait. Si ça vous intéresse, eh ben dites-le moi dans les commentaires et puis je le mettrai dans ma to-do list pour vous apprendre à vous servir de V2X-CAD si vous ne savez pas faire, ou de Room OQ Wizard également. Avec le combo Arta et LSPCAD, on pouvait faire plein de choses. Ce sont des logiciels très puissants, mais avec ce combo Room OQ Wizard et V2X-CAD, c'est pareil, mais c'est gratuit. Donc franchement, avec ces deux logiciels-là, vous pouvez presque tout faire. En plus, V2X-CAD, il intègre une fonction de modélisation de charge. Donc si on veut simuler du bass reflex ou du claw avec V2X-CAD, vous pouvez le faire. Ce qui veut dire qu'on n'aurait presque pas besoin de WinISD. Alors par habitude, j'utilise toujours WinISD et j'utilise moins V2X-CAD, mais il pourrait même faire ça. Donc on pourrait encore réduire le champ des logiciels possibles avec ça. Je vais mettre un petit mot pour ceux qui veulent faire du filtrage actif en FIR. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est le FIR ou le FIR, mais ce sont des filtres à phase linéaire et les logiciels de simulation le font pas forcément très bien. Il y a un petit logiciel qui est super pour faire ça, qui est très intuitif, qui était fait par un ancien membre de forum que je fréquentais qui s'appelait Thomas. Et ce logiciel, c'est Rephase. Donc si vous voulez faire du FIR, Rephase, c'est un incontournable également. Pour cette partie logicielle, je voudrais terminer en remerciant toutes les personnes qui développent ces logiciels, qui les maintiennent à jour, qui font des super outils et qui nous offrent ça gratuitement. Donc, je profite de cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui font ces logiciels qui sont super utiles et très puissants. Maintenant, intéressons-nous au matériel. Et dans le matériel, le premier élément, ça va être le micro de mesure. Alors, quand on parle de micro de mesure, souvent on se pose la question, est-ce que je prends un micro USB ou est-ce que je prends un micro XLR qui se branchera sur une carte son?
Ça, c'est une question qu'on me pose également très souvent. Personnellement, j'utilise pas les micros USB. J'en ai eu un une fois en test, ça peut être très pratique, c'est très ergonomique, on le branche et il n'y a pas besoin de carte son, etc. Ça se paramètre assez facilement, mais j'ai deux problèmes avec les micros USB. Le premier problème, c'est qu'il faut quand même une carte son, quelque chose. Déjà, quand vous voulez faire une mesure d'impédance, il vous faut une carte son à côté. Donc le micro USB, il suffit pas. Alors, si votre PC est équipé d'une carte son classique qui va bien, eh ben, allez-y. Ou une petite carte son USB, ça coûte pas très cher et vous pouvez faire avec ça. Mais ça demande quand même quelque chose à côté. La deuxième, c'est que la connectique en USB, il y a une latence. Et cette latence, elle empêche de faire des mesures avec une référence de temps. Je m'explique, en fait, quand on va mesurer une enceinte où il y a différents haut-parleurs, on a besoin de connaître l'écart temporel entre les haut-parleurs pour la mise au point du filtre. Et pour faire cette mesure d'écart temporel, on a besoin d'une référence de temps pour que notre mesure elle soit calée. Avec une carte son standard, avec un micro branché sur cette carte son et un rebouclage de la carte son, on a une référence de temps. Mais avec un micro USB, on ne l'a pas. Alors, Room EQ Wizard a une fonction qui permet de contourner ça, que j'ai personnellement pas utilisé encore, donc parce que j'ai pas de micro USB, et donc qui peut permettre de contourner peut-être ce problème, mais attention, ça sera valable qu'avec ce logiciel-là, et je sais pas si c'est super fiable ou très pratique. Pour ceux qui l'ont utilisé, parlez-en en commentaire, donnez-nous votre expérience. Sur le principe, on sera bien avec un micro en XLR sur une carte son externe. Alors les caractéristiques d'un micro de mesure, c'est qu'il soit le plus linéaire possible. Généralement, ce sont des micros avec des petites capsules qui sont omnidirectionnelles et donc des capsules électrètes généralement. Alors sur les micros USB, il y a une alimentation qui est directement fournie comme ça. Sur un micro XLR, il lui faut une alimentation qu'on appelle Phantom 48 volts. Donc quand vous choisirez votre carte son, eh bien, il faut que cette carte son fournisse une alimentation Phantom 48 volts à votre micro. Pour en revenir au micro, j'ai eu l'occasion il y a quelques années de tester pas mal de modèles. Alors j'ai testé d'abord les modèles pas trop chers. J'ai été sur le catalogue d'une boutique en ligne qui s'appelle Thomann, pour pas les citer, pareil, pas de sponsor avec eux, mais j'ai pris leur catalogue des micros et j'ai testé quasiment tous les modèles jusqu'à un modèle qui s'appelle l'Audix TM1, donc qui devait coûter dans les 300 € à l'époque, et j'ai testé tous les modèles moins chers que ce micro-là. Globalement, tous ces micros, ils se valent. En fait, ce qui est le plus important quand vous choisissez un micro, pour être précis dans votre mesure, c'est que ce micro il soit calibré. Parce que la réponse en fréquence du micro, elle n'est pas forcément toujours linéaire parfaitement. J'en ai eu un dans mes tests qui était parfaitement linéaire, il n'y aurait pas eu besoin de calibrer ce micro, mais tous les autres ont une courbe de réponse en fréquence propre et il faut la corriger, il faut l'indiquer dans le logiciel de mesure. Donc il y a des micros qui sont vendus avec leur courbe de calibration, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas vendus avec cette courbe de calibration. Alors si vous avez un copain ou une connaissance ou quelqu'un qui a un micro calibré chez lui, vous pouvez acheter un micro qui n'est pas vendu avec sa courbe de calibration et faire vous-même cette calibration. Bon, ça serait l'objet effectivement d'une autre vidéo, mais ça peut se faire. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon micro et j'ai utilisé 3 ou 4 micros différents, calibrés par des boîtes différentes, ISEM, Cross Spectrum et puis Dayton à l'époque. Et ça m'a permis de faire mon fichier de calibration pour mon micro et de voir un petit peu les écarts. Il n'y en a qu'un sur les 4 micros que j'ai eu qui me donnait des résultats bizarres. C'était une calibration de Cross Spectrum qui correspondait à rien, puisqu'en plus quand je mesurais des tweeters par exemple, qui ont déjà été mesurés par plein d'autres personnes avec des micros calibrés, j'avais un accident qui ne devait pas exister sur ce Twitter-là à cause de la calibration. Donc là, je pense que c'était une calibration foirée. Il faut faire attention. Mon micro, il est vendu avec une courbe de calibration papier vendue avec. Attention, elle n'était pas du tout fiable et j'ai déjà vu passer 3 micros de cette marque-là et les courbes papier qui étaient vendues avec n'étaient pas du tout fiables. Donc ça, il faut faire un petit peu attention. Moi, en micro, je possède un Apex 220. Mais le plus connu des micros de mesure, on va dire d'entrée de gamme, c'est le Behringer ECM 8000.
Alors, il y a plein d'autres micros qui lui ressemblent, qui ont le même boîtier, etc., qui sont vendus aussi à la marque Superlux, Dayton par exemple, qui en vend aussi comme ça. Bref, il y a plein de micros qui lui ressemblent. Comme je disais tout à l'heure, globalement, ça se vaut à peu près ces micros-là. Et ce qui va faire la différence, c'est la calibration. L'Apex, lui, aux mesures, il me donnait des taux de distorsion un tout petit peu plus faibles que les autres quand je mesurais les haut-parleurs. Donc c'est toujours ça de prix parce que comme je fais du test de haut-parleurs, ça me permettait d'avoir des mesures qui étaient un petit peu meilleures. Le seul qui me donnait une vraie différence, c'était le micro USB Dayton qui me donnait des taux de H2 beaucoup plus faibles que tous les autres micros. Donc je suppose qu'il y avait une correction sur ce micro-là. Et puis l'Audix dont je parlais tout à l'heure, en tout cas l'exemplaire que j'ai reçu, me donnait des courbes de distorsion qui ne ressemblaient à aucun autre des micros, parfois plus faibles, parfois avec des accidents bizarres, donc c'était pas du tout la même chose. J'ai pas compris, j'avais peut-être un modèle défectueux, je ne sais pas, mais j'ai renvoyé ce micro aussi. Il y a un micro dans ceux que j'ai testé qui ressemble beaucoup à l'Apex et qui est un modèle DBX. C'est le même boîtier, je suppose que l'Apex c'est la version un peu moins chère. Le DBX était légèrement plus performant, mais il est aussi un peu plus cher. Donc bon micro, mais j'ai pas jugé utile de changer mon Apex pour le DBX parce que ça changeait vraiment pas grand chose. Je noterai que SonarWorks propose un modèle soi-disant calibré. Alors j'ai pas pu tester cette calibration là, je connais personne qui a ce micro, mais c'est peut-être un peu plus sérieux que les courbes papier qu'il y avait avec l'Apex. Donc si la calibration est bonne, bah, ce micro il vaut le coup parce que ça serait le micro calibré le moins cher. Alors bien sûr, il y a des micros beaucoup plus chers que ceux que je vous cite pour les professionnels, mais pour un bricoleur du dimanche comme nous qui va faire 3 enceintes dans sa vie, eh bien c'est pas forcément utile d'aller sur ce genre de micro-là. Concernant les micros USB, si vous choisissez de partir sur cette voie-là, les plus connus sont les micros vendus par Mini DSP qui s'appellent les UMIC. Alors il y a deux modèles d'UMIC. Et puis Dayton, j'en parlais tout à l'heure, a aussi un micro USB qui s'appelle l'UMM6. Donc moi j'ai pu tester ce Dayton, les UMIC je les ai pas testés, mais c'est fortement compatible avec RoomOQ Wizard et normalement tout est intégré dessus, donc il n'y a pas de raison que ça marche bien. C'est pas très cher et c'est vendu calibré. Je connais personne qui s'est plaint de la calibration de ces micros-là. En tout cas, celle qui était fournie avec le Dayton, pour moi, elle était bonne. Donc, pourquoi pas, mais avec les limitations dont je vous parlais tout à l'heure et pour les références temporelles. Concernant les interfaces audio, si on choisit un micro XLR, je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut une carte son qui va fournir une alimentation 48 volts fantôme pour alimenter ce micro. Si on veut une référence de temps, il faut une carte son avec deux entrées, une pour le micro et une pour la référence de temps, et donc deux sorties en général. Donc c'est des cartes son qu'on va dire full duplex. C'est le minimum pour investir là-dedans. Ces interfaces audio, généralement, elles vont se raccorder en USB, et certaines ont leur propre alimentation, certaines sont alimentées directement par l'USB. Alors quand c'est alimenté directement par l'USB, le niveau de sortie de la carte son en général il est un peu plus faible parce que c'est limité par l'alimentation. Si on veut une carte son qui crache un petit peu, et bien parfois il faut une alimentation externe. Alors il n'est pas forcément nécessaire de mettre très cher dans l'interface audio, mais il faut un minimum de qualité quand même. J'avais fait un peu sur le même principe que ce que j'avais fait avec les micros. J'avais testé pas mal de cartes son à l'époque, il y a quelques années, dans les cartes son pas trop chères, ou en tout cas voilà, dans un budget on va dire de 200-300 € maximum. J'étais tombé sur des cartes son qui avaient des performances qui étaient pas terribles. Je me suis arrêté sur un modèle Focusrite. Donc moi j'ai une 2i4 troisième génération. Là en ce moment on est à la 4e génération. C'est une carte son qui est stable. Avant j'avais une Tascam qui n'était pas forcément stable. Mais là j'ai une carte son qui est stable, qui ne me pose jamais de problème. Les mesures en rebouclage me donnent des taux de distorsion super faibles, etc. C'était pas le cas de toutes les cartes. Ça sature pas bêtement à certains moments. Donc c'est une carte son qui va bien. Il y a d'autres marques nécessairement qui vont bien, ou d'autres marques probablement un petit peu plus chères. J'ai pas testé toutes les cartes, mais je vous invite, si vous achetez une carte, à faire une mesure en rebouclage, vérifier que cette carte soit correcte, qu'elle ne sature pas, qu'il n'y ait pas de problème avec. Pour ceux qui opteraient pour un micro USB et qui veulent du plug and play, il existe
un système pour faire la mesure d'impédance et des paramètres de TN Small chez Dayton toujours, avec le système qui s'appelle DATS. Ce système, je ne l'ai jamais utilisé, mais je connais des gens qui l'utilisent. Pourquoi pas? Je trouve que c'est un peu cher pour ce que ça fait, parce que si on a une carte son à côté, et ben un petit bricolage avec un câble, une résistance de référence, et ça fait très bien le job pour pas cher. Si vous voulez voir comment on fait une mesure d'impédance, j'avais fait un tuto sur justdiet.com avec le logiciel Limp qui fait partie de la suite Arta, mais c'est à peu près le même principe sur RoomOQ Wizard, simplement les entrées qui sont pas les mêmes je crois, mais le principe de fonctionnement est à peu près le même, donc vous verrez qu'il faut un câble avec un bricolage, avec une résistance de référence, et on peut tout à fait faire des mesures d'impédance correctement avec ça. Donc pour conclure cette vidéo, si vous êtes un débutant et que vous voulez la solution la plus simple possible et la plus plug and play possible, il vous faut un micro USB. Alors ça va coûter entre 100 et 265 € en fonction du modèle que vous choisirez. Il vous faut une carte son intégrée à votre PC quand même, ou une petite carte externe. Et puis vous pouvez opter pour un système DATS Dayton dont je vous parlais. Ou alors vous faites votre petit bricolage avec le câble, ça vous reviendra moins cher. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Le débutant qui voudra aller un petit peu plus loin, lui choisira un micro XLR calibré, ou alors un micro non calibré qu'il calibrera avec un autre micro calibré s'il connaît quelqu'un qui en a un. Là, les budgets, c'est assez variable, hein. Le premier prix Superlux, c'est 40 € en non calibré. Et puis, si vous allez prendre un micro Isemcon, qui est pour moi le top dessus, mais ça coûte 400 € avec une super calibration, une super qualité de micro, mais ça coûte un peu des sous. Un Dayton EM6 équivalent Behringer ECM 8000, bah, c'est dans les 75 €. Le SonarWorks dont je vous parlais tout à l'heure, lui, il est vendu 85 € avec un fichier de calibration. Donc encore une fois, si ce micro il est de bonne facture et si la calibration est bien faite, bah, ça vaut le coup à 85 €. En tout cas, c'est les prix d'aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, hein, ça peut changer, mais ça peut valoir le coup. En interface audio, je dirais qu'il faut mettre entre 100 et 300 €. L'équivalent de ma carte son aujourd'hui, mais la mienne elle a 4 sorties, vous pouvez prendre un modèle à 2 sorties, donc la 2i2 par exemple chez Focusrite, la 4e génération, ça coûte aux alentours de 200 €. Ensuite, il vous faudra pour tout ça un petit câble pour le montage avec la résistance de référence comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est juste des connecteurs, du câble et une petite résistance. Ça va vous coûter en gros le prix d'un burger. Et puis après, vous avez le professionnel. Alors le professionnel, lui, il n'a pas besoin de ma vidéo, donc je passerai ce truc-là. Et généralement, les pros, les vrais pros, c'est-à-dire les grosses boîtes, elles utilisent un système qu'on appelle le système Clipple, généralement. Ça, c'est la Rolls des systèmes de mesure. C'est le top. Moi, j'adorerais avoir un Clipple, mais ça coûte très très cher. Et ça permet par contre des choses qu'on ne peut pas faire avec le logiciel dont je vous parlais là. Notamment une mesure de BLX par exemple, hein, c'est-à-dire la mesure du BL du haut-parleur en fonction de son excursion. Bon, ça c'est autre chose. Enfin, avec tout ça, n'oubliez pas quelque chose qui est important, c'est la petite quincaillerie, les accessoires. Il vous faut un grand câble pour votre micro, pour le mettre suffisamment éloigné de là où vous allez vous poser avec votre petit PC, votre carte son, parce que vous n'allez pas être trop près du système. Donc il vous faut un grand câble pour le micro, il vous faut un grand câble RCA par exemple pour la sortie de votre carte son pour aller sur l'ampli qui alimentera les haut-parleurs, et puis il vous faut un pied de micro, hein, parce que le micro il faut le poser quelque part, on peut l'orienter, il faut qu'on règle la hauteur, etc. Avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer, moi, le matériel que j'utilise. Donc, mon matériel, je le mets dans une petite valise comme ça, une petite boîte. Donc, j'ai à peu près tout dedans. Enfin, en tout cas, tout ce qui peut rentrer dedans. Donc, je vais vous présenter au fur et à mesure. Donc, déjà, j'ai du câblage. Donc ici, le câble rouge Super Pimp, là, eh ben, c'est un câble RCA pour aller de ma carte son à l'ampli. Et puis l'autre câble, c'est un câble XLR pour relier le micro à la carte son. La carte son, justement, la voici. Donc, on a une carte son avec deux entrées ici, une alim Phantom 48 volts, une sortie casque, les boutons de réglage, etc. Donc ça, c'est une carte son qui est bien pratique, mais c'est du classique. Et puis à l'arrière, j'ai 4 sorties, donc il y a une version avec 2 sorties qui peut suffire. Voilà, avec son câble pour l'alimenter en USB.
Dans ma mallette, j'ai aussi, j'en ai pas parlé, tiens, un petit multimètre. Ça peut servir pour savoir à quel niveau on mesure, etc. Donc le multimètre, je m'en sers toujours pour démarrer les mesures. Hein. Si je veux faire une mesure standardisée à 2,8 volts, eh bien j'utilise mon petit multimètre pour faire ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un petit hub USB parce qu'il n'y a pas assez de port USB sur mon PC. J'ai un câble pour faire le rebouclage. Alors c'est du câble de récup, hein, des câbles RCA tout à la con, et ça c'est juste pour faire ma référence de temps. Donc je sors sur la deuxième sortie de la carte son et je rentre sur la deuxième entrée et j'ai une référence de temps quand je mesure. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Eh ben, un truc important, c'est le micro. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai un Apex 220. Et le micro, donc dans sa boîte, le voici, donc vous voyez, hop, avec la référence là, donc petite capsule omnidirectionnelle, et puis ici la prise XLR. Pour le micro, j'ai un pied de micro, donc tout est orientable, tout est réglable en hauteur. Ici, j'ai le petit support pour le micro pour le poser dessus. Et puis, ça, il y en a besoin. Ça coûte pas très cher, mais il le faut. Dernière chose que j'ai dans ma petite mallette, par exemple, j'ai un mètre laser. Ça me permet de mesurer parfois la distance entre mon micro et l'enceinte sans avoir à sortir le mètre ruban. Donc ça, je m'en sers aussi un petit peu. Enfin, voilà. Le câble... J'ose pas vous le montrer, c'est horrible, mais le câble que j'utilise pour faire les mesures d'impédance, donc j'ai des pinces croco pour mettre sur les haut-parleurs, les connectiques pour la carte son, et puis la petite résistance de référence qui est ici. Donc ça, c'est un bricolage tout bête. J'ai eu une Artabox à une époque que j'utilise plus, mais il y en a certains qui se font des Artabox. L'Artabox, ça permet aussi parfois de ne pas sortir directement de la carte son, mais ça permet aussi de passer par un ampli pour faire des mesures d'impédance avec des voltages un peu plus importants que ce que peut fournir la carte son. Moi, je ne me sers pas de cette fonction, mais ça peut être utile dans certains cas. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que cette vidéo, elle vous aura été utile et que j'aurai répondu à cette question. Est-ce que c'est accessible pour vous? Est-ce que vous sentez de le faire? Et puis, la mise en pratique, ça, on le fera dans les différentes vidéos ou projets présents sur la chaîne ou sur le site internet. Merci encore et je vous dis à bientôt.